Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'ancien président de la Mauritanie, Elie Ould Mohamed Vall, est décédé ce vendredi 5 mai des suites d'une crise cardiaque. Un deuil national de 3 jours a été décrété sur l'ensemble du territoire national. Au Rwanda, une politique médiatique adoptée en 2002 a permis la création de 34 radios dévastées par le génocide il y a 23 ans. La radio au Rwanda est utilisée pour faire passer des messages de paix. Et 1000 participants, dont une grande majorité d'entrepreneurs et 13 chefs d'État et de gouvernements africains, étaient réunis depuis ce 3 mai en Afrique du Sud pour le Forum économique mondial. Un forum qui s'est terminé sur une note d'espoir d'une croissance plus inclusive en Afrique. Mais d'abord, pour la première fois depuis son élection en janvier 2017, le président ghanéen Nana Akufo-Addo se rend en Côte d'Ivoire. Il y est depuis ce vendredi 5 mai pour une visite de travail et d'amitié de 2 jours. Au menu, la crise du cacao, dont la baisse des prix a fortement impacté ces deux pays, à l'origine de 60% de la production mondiale. Et je vous le disais en titre, il a dirigé la Mauritanie durant la période de transition militaire de 2005 à 2007. L'ancien président Elie Ould Mohamed Vall est décédé ce vendredi 5 mai. 3 jours de deuil national ont été décrétés par la présidence. Corinne Kandem. C'était l'un des plus farouches opposants au régime du président Mohamed Ould Abdelaziz. Chef de l'État mauritanien d'août 2005 à avril 2007, Elie Ould Mohamed Vall est décédé ce vendredi 5 mai 2017. C'est dans la région de Tiris, au nord du pays, que l'ancien président, victime de malaise cardiaque, a tiré sa révérence. Toute la Mauritanie est en deuil. C'est un homme qui a été quand même responsable ou, dit-on, extrêmement important sa réaction par rapport à la démocratie du pays, et c'est un militaire qui est connu dans le monde entier comme étant l'un des rares militaires qui ont accepté de quitter le pouvoir, ce qui n'est pas évident, surtout en Afrique. Elie Ould Mohamed Vall a fait son entrée en politique après le coup d'État contre l'ancien président Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Artisan de la transition démocratique, il est resté très présent dans la vie politique mauritanienne. Son rôle est absolument important dans les événements donc, de 2005 à 2007, mais il n'est pas le seul, c'est une équipe dont, et encore une fois, on ne peut pas le citer lui sans citer toute l'équipe qu'il y a avec lui. Et donc c'est un travail collégial dans lequel d'ailleurs l'actuel président aussi a joué un rôle bien entendu fondamental. Cela dit, ce que je préfère retenir dans ces moments-là, c'est la promptitude avec laquelle le gouvernement mauritanien actuel a réagi. Il a envoyé un avion le chercher dans la région de Tiris, à côté de Zouerat. Ils l'ont ramené, un deuil national de 3 jours a été décrété et une prière collective dirigée par le président de la République est en train de s'organiser actuellement à Nouakchott. Le corps de l'ancien président mauritanien a été rapatrié ce vendredi même à Nouakchott. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le Rwanda a adopté une politique médiatique en 2002 pour une libéralisation responsable du secteur des médias. Résultat, 34 radios ont été créées en moins de 15 ans. Un média utilisé comme une sorte de thérapie pour certaines victimes du génocide de 1994. Les précisions dans ce reportage de Fraterne Inda Siaïsenga. Bernard Ngendahayo vit avec sa femme à Kigali, la capitale du Rwanda. Toute sa famille a péri dans le génocide en 1994. Cette tragédie a hanté pendant longtemps la vie de Bernard. Mais grâce à des émissions radiophoniques, il a pu surmonter ces moments difficiles. Aujourd'hui, Bernard passe son temps à prêcher la bonne nouvelle sur différentes radios à Kigali pour aider les gens à retrouver espoir. Le 10 avril 2017, j'ai participé à une émission à Radio Umushio où je prêchais la bonne nouvelle aux gens comme je le fais souvent. Après, j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me remerciaient. Je me sens très heureux quand les gens sont soulagés par ce que je dis. Et je me dois de le faire car j'ai été sauvé par la parole. 80,2% des foyers disposent des appareils récepteurs radiophoniques au Rwanda, selon le baromètre des médias de l'année 2016, ce qui fait de la radio la première source d'information pour le peuple rwandais. Pour différents professionnels, c'est le manque de fonds qui est un défi majeur.
On ne peut pas manquer d'évoquer le problème financier qui est un vrai handicap pour nous, afin de remplir notre devoir d'être près des citoyens. Pour le faire, il nous faut nous approcher d'eux, chose qui est quelquefois difficile et ça bloque notre interaction. Pour rappel, le Rwanda occupe la 159e place en 2017, contrairement à la 161e position en 2016 sur 180 pays selon le classement 2017 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. La ville de Durban en Afrique du Sud a accueilli du 3 au 5 mai l'édition 2017 du Forum économique mondial, un rendez-vous annuel pour évaluer les défis économiques du continent. Il a pris fin ce vendredi avec beaucoup d'espoir. Les précisions de Degracia Sapoda. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains ainsi que plusieurs centaines d'investisseurs ont pris part à l'édition 2017 du Forum économique mondial tenu du 3 au 5 mai à Durban en Afrique du Sud. L'objectif était de trouver d'autres alternatives pour relever les défis économiques du continent, en particulier ceux posés par la baisse des cours des matières premières, d'améliorer l'appui des décideurs aux startups africaines ou encore d'encourager les initiatives en faveur de la réduction du chômage chez les jeunes. Nous avons l'opportunité de décider de notre propre avenir. Les jeunes ont été très clairs en appelant les dirigeants à aborder les problèmes d'exclusion, d'inégalité, de pauvreté et de chômage. L'Afrique est un continent jeune, ce qui signifie que nous aurons un avenir très brillant si nous investissons davantage dans la jeunesse. Selon les estimations du Forum économique mondial, l'Afrique subsaharienne est la région la plus jeune au monde avec plus de 20 millions de diplômés qui entrent chaque année sur le marché du travail. Les participants à la rencontre ont donc insisté sur la nécessité pour ces jeunes de développer des compétences dans des secteurs novateurs comme l'information et la technologie, des métiers qui pourraient permettre de combler l'écart des inégalités. Nous devons mettre en place des programmes capables d'apporter un minimum de croissance à nos économies. Il faut comprendre que le secteur privé aujourd'hui doit accompagner les États en aidant les jeunes à avoir accès à des emplois ou à des financements. L'Afrique compte 4 pays sur les 5 au monde, Swaziland, Namibie, Nigeria et Afrique du Sud, où les inégalités sont les plus prononcées et plus inquiétantes. Lors de ce Forum économique mondial, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les investisseurs ont été exhortés à revoir leurs priorités en ce qui concerne notamment la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement des jeunes. Ce 4 mai, la première académie de basketball en Afrique a ouvert à Thiès au Sénégal. L'objectif de ce centre de formation créé par la NBA, la National Basketball Association, la principale ligue de basketball au monde, est de permettre aux jeunes Africains de mieux pratiquer cette discipline sportive. L'académie accueille des jeunes en pension complète sur le modèle sport-études. Les précisions de Birama Saonera. La NBA a ouvert au Sénégal sa toute première académie en Afrique le jeudi 4 mai 2017. Basée à Thiès, ville située à 70 km de Dakar, la capitale sénégalaise, cette académie a pour but d'explorer des talents internationaux. Une vingtaine de jeunes basketteurs issus de 8 pays d'Afrique seront formés par des entraîneurs professionnels. Ils auront accès à des installations de nouvelle génération disponibles dans ces centres. Le basketball est très important pour moi car c'est un sport qui m'a permis de me réaliser et surtout de faire de merveilleuses rencontres. Des gens que je n'ai jamais rêvé rencontrer et qui, grâce à ce sport, on se salue en rigolant, on joue ensemble et c'est vraiment merveilleux. Et j'espère encore aller de l'avant dans ce sport. Les coachs, leur pivotation, c'est ça que moi j'aime. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont ici, il y a beaucoup de coachs. Ils ont lancé un joueur l'NBA, ils ont leur espérance pour nous montrer que dans les jours à venir, on peut être un bon joueur. Cette académie fait partie de la série des centres que la NBA a décidé de lancer sur 3 continents pour participer au développement du basketball. Elle est faite sous la supervision d'une dizaine de techniciens venus également de plusieurs pays du continent et d'experts de la NBA. En Afrique, l'accent devrait être mis sur les jeunes, qui est notre plus grand atout. Nous avons 65% de la population âgée de moins de 30 ans et cette population est de plus en plus jeune et je pense que l'éducation est la meilleure solution pour notre continent. C'est pourquoi ce centre est vraiment une très bonne chose pour nous.
Le manque d'installation des formations appropriées empêche souvent de nombreux joueurs africains de faire carrière dans ce sport. La NBA s'est également associée au Prozecide qui combine l'éducation et le basketball. L'académie NBA Afrique de Thiès sera mise en réseau avec les autres académies du même genre implantées en Chine, en Inde et en Australie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.